Je m'appelle Gérard Hall, j'ai 58 ans, et la première chose dont je me souviens de cette nuit-là était le goût de fer dans ma bouche, celui du sang, chaud contre le parquet de chêne froid alors que je sentais la tache s'étendre sous ma joue, s'insinuant dans les rainures des planches que j'avais moi-même découpées et posées 20 ans plus tôt. Je me souvenais m'être agenouillé sur ces mêmes lattes, un crayon sur l'oreille, ma femme me tendant les clous et mon fils encore assez jeune pour croire qu'un marteau était un objet magique. À l'époque, cette pièce résonnait de rires, de matchs de foot à la télévision, de l'odeur des grillades au barbecue dans le jardin et du bruit des baskets de l'enfant qui courait dans le couloir, mais maintenant, elle n'abritait que la douleur et la voix de Julien. Personne ne te croira, me dit-il alors qu'il se tenait au-dessus de moi, les mains ballantes, d'un calme qui faisait plus mal que la douleur dans mes côtes, car les hommes crient quand ils perdent le contrôle, mais ils parlent bas quand ils pensent déjà l'avoir. Léa se tenait juste derrière lui, à moitié dans l'ombre, les bras croisés, me regardant avec une irritation froide plutôt qu'avec de la peur, sans panique ni honte sur le visage, juste de l'agacement, comme si j'avais compliqué quelque chose qui aurait dû se passer sans accroc. J'ai essayé de me redresser, mais à la seconde où j'ai mis du poids sur mon bras, une douleur a déchiré mon flanc si violemment qu'elle m'a coupé le souffle, me faisant retomber, étourdi, la tempe battante et la vue s'obscurcissant sur les bords. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je réussi à articuler, bien qu'à mes propres oreilles, ma voix sonnait moins faible que stupéfaite, comme si mon corps n'avait pas encore assimilé ce que mes yeux voyaient. Julien secoua la tête lentement, presque déçu. « Tu aurais dû signer ces papiers, papa. » Les papiers, ces mots frappèrent avec une clarté parfaite, non pas parce qu'ils expliquaient le sang, la bousculade, la chute ou le coup de pied dans les côtes, mais parce qu'ils confirmaient ce que je ressentais depuis des mois et que je refusais de nommer. Ce n'était pas une dispute qui avait dérapé, c'était une décision réfléchie. Ils étaient entrés chez moi en sachant déjà ce qu'ils voulaient, et quand j'ai refusé, ils ont choisi la force. Léa s'est penchée juste assez pour que je voie l'amorce d'un sourire. « On t'a donné une chance » dit-elle doucement. « Une chance ? Une chance de leur céder ma maison. Une chance d'abandonner les comptes que j'avais constitués à travers 4 décennies de menuiserie, de vacances sacrifiées, de double service à l'atelier, de genoux usés et de nuits blanches. Une chance de leur donner ma retraite pour qu'ils puissent appeler ce vol une vède. » La pièce est devenue nette autour de moi, la chaise renversée près de la porte, mes lunettes de lecture écrasées au sol, les documents non signés sur la table basse et le stylo de luxe que Léa avait apporté comme si la présentation pouvait rendre la trahison respectable. C'est alors que j'ai vu mon téléphone sur la table d'appoint, à seulement quelques pas. J'ai tendu le bras, chaque centimètre étant une agonie, mes doigts griffant le bois du sol, trouvant le pied de la table, puis me tirant vers l'avant. Julien ne m'a pas arrêté, il n'a pas bondi, n'a pas juré, il a ri, et ce rire m'a vidé plus que la douleur. « Vas-y, dit-il, appelle-les, car il voulait que je le fasse, ce qui signifiait qu'il croyait sa version de l'histoire plus forte que la vérité qui saignait devant lui. Peut-être pensait-il pouvoir dire que j'étais tombé, que mon âge seul me rendrait peu fiable, ou peut-être avait-il passé tellement de temps à m'imaginer vieux, confus et facile à écarter qu'il ne se souvenait plus de qui j'étais vraiment. Je l'ai regardé, vraiment regardé, ce fils à qui j'avais appris à faire du vélo en courant derrière lui jusqu'à ce que mes poumons brûlent, ce garçon au chevet duquel j'avais dormi à l'hôpital quand il s'était cassé le bras. Cet adolescent que j'avais défendu quand les professeurs disaient qu'il gâchait son potentiel. Des morceaux de ce petit garçon étaient encore là sur son visage, ce qui rendait l'homme debout au-dessus de moi encore plus cruel, car la trahison coupe toujours plus profondément quand elle arrive sous les traits de quelqu'un que l'on a aimé sans hésitation. Mes doigts se sont refermés sur le téléphone et, à cet instant, allongé dans mon propre sang sur le parquet que j'avais construit sous les pieds de ma famille, j'ai compris quelque chose de plus froid que la douleur. Julien croyait avoir déjà gagné, pas plus tard, mais maintenant. Car il me pensait trop blessé, trop vieux et trop seul pour arrêter la suite. Mais les gens comme Julien méprennent le silence, ils pensent que se taire signifie être faible, alors que parfois cela signifie observer ou se préparer. J'ai appuyé sur une seule touche, pas le 17, mais quelqu'un d'autre, et au moment où mon pouce a touché l'écran, l'équilibre dans la pièce a basculé. Julien ne le sentait pas encore totalement, mais il en perçut assez pour étudier mon visage plus attentivement, car quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais plus seulement un vieil homme battu au sol, j'étais le père qu'il avait sous-estimé. La vérité est que la trahison n'a pas commencé cette nuit-là, elle avait débuté des mois plus tôt, discrètement, comme la pourriture à l'intérieur d'une vieille poutre, cachée, graduelle, facile à ignorer jusqu'à ce que la structure en dessous ne ramollisse. Au début, Julien a commencé à venir plus souvent, mais pas comme avant pour boire une bière devant le match ou demander de l'aide pour réparer un appareil en panne, il venait avec des dossiers.
Des questions et ce ton précautionneux que les gens utilisent quand ils veulent que le contrôle ressemble à de l'inquiétude. Il appelait ça de la planification, disait qu'il fallait être prévoyant, qu'il essayait juste de m'aider. La première fois qu'il a abordé le sujet, nous étions au salon après le dîner, il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et a regardé ma maison comme un agent immobilier étudie un bien. « Tu vieillis, papa ?» a-t-il dit, « tu as besoin de quelqu'un pour gérer les choses. » Je me souviens exactement de son calme, et c'est ce qui rendait la chose dangereuse, car s'il avait été ouvertement cruel, j'aurais réagi immédiatement, mais il semblait pragmatique, raisonnable, comme s'il m'offrait de la dignité au lieu d'essayer de me la prendre. « J'ai géré très bien pendant 58 ans, lui ai-je répondu, et il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux, ce fut la première fissure, pas en lui, mais en moi, car un père connaît la différence entre un vrai sourire et un sourire de politesse, entre la chaleur et la patience. Entre l'amour et la retenue. Léa, elle, ne s'encombrait pas de douceur, là où Julien habillait l'ambition d'inquiétude, Léa posait l'avidité sur la table à main nue. « Cette maison est gâchée pour une seule personne », m'avait-elle dit un après-midi dans ma propre cuisine, tenant son mug comme si elle était déjà chez elle. « Tu es assis sur une valeur financière et tu n'en fais rien, on pourrait transformer ça en quelque chose de plus grand. » Plus grand ? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, bien que je le sache déjà, et elle a haussé les épaules en parlant de rénovation, de refinancement, d'hypothèque ou de me vendre pour m'installer ailleurs et utiliser le reste correctement. Correctement, c'était toujours leur langage, efficace, pratique, intelligent, comme si chaque souvenir entre ces murs n'était qu'une mauvaise gestion d'actifs, comme si la véranda où ma défunte femme buvait son café chaque matin n'était que de la surface habitable. Comme si l'impact dans le couloir causé par le premier trophée de foot de Julien n'était pas de l'histoire, mais un dégât matériel. Léa avait un mot favori, profit. Il y a du profit dans cette maison, dans une restructuration, si on s'en occupe maintenant plutôt que plus tard. Plus tard ? Il ne disait jamais à ta mort, il n'avait pas besoin, il disait plus tard en espérant que je n'entende pas la suite. Au début, je me cherchais des excuses, me disant qu'ils étaient jeunes, ambitieux, maladroits comme le sont souvent les jeunes, car c'était plus facile que d'admettre que mon propre enfant me regardait à travers le prisme froid de l'utilité. Puis les questions sont devenues plus incisives, combien de comptes avais-je ? Le prêt de la maison était-il totalement remboursé ? Avais-je mis mon testament à jour depuis le décès de ma femme ? Qui étaient mes bénéficiaires ? Où étaient les titres de propriété ? Avais-je une assurance dépendance ? Ce ne sont pas des questions de famille inquiètes, ce sont des questions d'inventaire. C'est alors que j'ai commencé à répondre moins et qu'ils ont commencé à surveiller plus, les visites sont devenues plus courtes, plus froides, stratégiques. Julien a arrêté de prendre des nouvelles de mon dos ou du club local, Léa a cessé de faire semblant de s'intéresser à mon confort, chaque conversation se rétrécissant vers la paperasse, l'autorité, la planification et les signatures. Un soir, Julien a apporté un mandat de protection future dans une chemise propre, avec des onglets et des passages surlignés, le posant sur ma table basse avec soin, c'est juste au cas où, dit-il, si quelque chose arrive. J'ai demandé ce que signifiait quelque chose, il a marqué un silence d'une seconde, une chute, une hospitalisation, de la confusion, n'importe quoi. N'importe quoi, un mot si utile, assez large pour y cacher n'importe quelle intention. Je n'ai pas signé, je n'ai même pas touché le stylo, et au moment où j'ai dit non, le jeu a changé, pas de façon spectaculaire, ils ont simplement arrêté de gaspiller de l'énergie pour paraître chaleureux. Le ton de Julien est devenu sec, Léa ne s'asseyait plus lors des visites, comme si elle ne prévoyait plus de rester plus longtemps que nécessaire, car il n'essayait plus de me convaincre, il mesurait ma résistance. C'est là que j'ai vu la vérité clairement, ils n'attendaient pas mon accord, ils attendaient que je devienne hors-jeu, trop fatigué, trop malade, trop confus ou trop isolé pour qu'une version de moi assez faible permette de remplacer le consentement par la commodité. Une fois que j'ai compris cela, j'ai cessé de réfléchir comme un père essayant de préserver la paix et j'ai commencé à réfléchir comme un homme menacé. Discrètement, j'ai mis de la distance entre eux et tout ce qu'ils pensaient pouvoir atteindre, j'ai passé en revue chaque compte, changé les autorisations, déplacé l'argent, verrouillé les structures de propriété et les documents, mis à jour mes protections juridiques. J'ai fait cela avec soin, méthodiquement, sans annoncer la moindre étape, car chaque signature que je posais durant ces semaines avait plus de poids que n'importe quel papier que Julien m'avait tendu, ces papiers parlaient de capitulation, les miens parlaient de défense. Et quand la dernière protection fut en place, j'ai passé un dernier appel, un numéro mémorisé et gardé prêt,
non pas par paranoïa car la paranoïa aurait été un mensonge plus facile à vivre mais par pure clarté d'esprit. Cette nuit-là, quand Julien s'est accroupi près de moi alors que je tenais le téléphone contre mon oreille, ce qui m'a frappé le plus n'était pas la haine, car la haine est chaude, désordonnée et facile à reconnaître, ce que j'ai vu sur le visage de mon fils était plus froid, de la confiance. Le genre de certitude qu'un homme arbore quand il a répété sa victoire tant de fois qu'il la confond avec le destin. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-il demandé, tandis que Léa riait doucement derrière lui. « Ils vont penser que tu es confus, Gérard, peut-être instable. » Cela m'a glacé plus que la bousculade, parce que cela signifiait qu'ils en avaient discuté, pas seulement de la maison ou des comptes, mais de moi, de mon âge, de ma crédibilité, de ma réaction probable. Ils avaient construit une version entière de moi en privé, un vieil homme effrayé, saignant, désorienté, facile à ignorer. Mais l'appel a abouti, pendant une seconde, il n'y eut que de la friture et ma propre respiration courte, puis une voix, « Gérard ?» Calme, tranchante, professionnelle. Malgré le sang dans ma bouche et mes côtes brûlantes, quelque chose en moi s'est apaisé dès que je l'ai entendu. « Oui », ai-je dit. Un silence précis, contrôlé, est-ce la situation dont nous avons discuté? J'ai regardé Julien droit dans les yeux, oui. Un seul mot qui portait des mois de soupçon, chaque visite suspecte, chaque document glissé sur ma table, chaque regard froid quand je refusais de signer. La voix a répondu, compris, restez où vous êtes, puis la ligne a coupé. C'était tout, pas de panique, pas de discours, pas de sympathie gaspillée, juste de la certitude. J'ai baissé le téléphone, Julien me fixait, c'était qui? Et pour la première fois de la nuit, j'ai souri, tu vas voir. 5 minutes passèrent, personne ne dit mot. Au début, Julien essaya de rester immobile, mais l'immobilité requiert une confiance qui commençait à le fuir. Il jetait des coups d'œil vers les fenêtres, puis vers le téléphone dans ma main. Léa restait près du bord de la pièce, le menton levé, mais ses bras se croisaient et se décroisaient nerveusement. À 10 minutes, Julien commença à faire les 100 pas, 3 pas vers la cheminée, puis vers le couloir, puis un demi-tour. L'homme qui avait ri quand j'avais attrapé le téléphone ne pouvait plus tenir en place dans sa propre certitude. « Ça suffit » a marmonné Léa entre ses dents. « Quoi » a aboyé Julien. « Rien. » Mais ce n'était pas rien, c'était la première fracture. Dehors, la rue avait été calme toute la soirée, alors quand le bruit est arrivé, il a tranché le silence comme une lame, des pneus sur le gravier, puis d'autres, des phares balayant les fenêtres, des portières qui claquent, plusieurs. Julien s'est arrêté de marcher, c'est beaucoup pour un simple appel, a-t-il murmuré, essayant encore de faire entrer cela dans une histoire qu'il comprenait. Des pas rapides ont frappé le porche, puis la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas, des hommes sont entrés avec la rapidité de ceux qui répondent à une situation déjà jugée grave avant leur arrivée, policiers en uniforme, inspecteurs. Leurs yeux ont parcouru la pièce en fragments qui allaient bientôt former une conclusion unique, le sang, les papiers, la chaise renversée, la distance entre moi et mon fils, le visage de Léa, la violence latente dans l'air. Julien a reculé par instinct, Léa a fait un pas en arrière avant de se reprendre, puis il est entré, maître Daniel Mercier, mon avocat, costume sombre, par-dessus encore ouvert par la précipitation. Il m'a regardé d'abord, moi et le sang sous ma tête, ma main appuyée contre le sol, puis il a regardé Julien et Léa, et le peu d'espoir qu'ils avaient encore est mort dans son expression. Jusqu'à cette seconde, Julien espérait que ce soit gérable, une simple méprise, mais le visage de Daniel rendait clair que ce n'était rien de tout cela. Il s'est avancé et a dit très doucement, « Je vous avais prévenu que s'il arrivait quoi que ce soit, il serait déjà trop tard pour eux. » La pièce n'est pas devenue silencieuse, elle s'est figée, ce genre d'immobilité qui survient quand le pouvoir change de main et que tout le monde le sent instantanément. Je suis resté au sol une seconde de plus, les côtes battantes, les tempes collantes de sang, mais dans cette douleur, quelque chose de propre et de stable a émergé, pas de la vengeance, mais de la reconnaissance. Ils avaient pris mon appel pour de la détresse, alors que c'était l'étape finale d'un plan que j'avais prié de ne jamais avoir à utiliser, et maintenant la pièce était pleine de témoins, de lois et de conséquences. Tout s'est dénoué vite après ça, plus vite que Julien ne pouvait l'assimiler, plus vite que Léa ne pouvait redonner à son visage un air innocent. Un instant plus tôt, Julien me surplombait, certain que ma blessure était une faiblesse, et l'instant d'après. Il se tenait au milieu de mon salon alors que les policiers scrutaient la scène et que mon avocat s'avançait vers moi avec une autorité calme. « Papa, c'est quoi tout ça ?» a demandé Julien, et c'était la première chose honnête qu'il disait de la nuit, non pas parce que les mots l'étaient, mais parce que la peur en eux était réelle. Je me suis redressé lentement,
et cette fois pas seul, un inspecteur s'est accroupi près de moi, une main sous mon coude, un autre policier me stabilisant pour m'aider à atteindre le canapé. La douleur a traversé mes côtes si fort que la pièce est devenue floue, mais je suis resté droit, non pas avec l'aide de Julien, mais avec celle des gens qu'ils pensaient que je n'atteindrais jamais, et cela comptait plus que le sang. Une cruauté comme la leur dépend de l'isolement, elle se nourrit de la croyance que la cible n'a aucune preuve, aucun levier, personne pour intervenir. Julien et Léa ne voulaient pas seulement ma maison, ils voulaient le contrôle du récit, un vieil homme confus, blessé par accident. Peut-être instable et facile à écarter. Ils avaient confondu préparation et impuissance. J'ai regardé mon fils, son visage était devenu livide, une de ses mains tremblait comme si son corps ne pouvait décider s'il devait fuir, nier ou supplier. « Tu as dit que personne ne me croirait ?» ai-je dit d'une voix rauque mais stable, j'ai fait en sorte de ne pas avoir à compter sur la simple croyance. Cette phrase a frappé fort, car la croyance est fragile, elle peut être discutée, manipulée, adoucie par le charme, mais les preuves ne le peuvent pas. Daniel s'est avancé, Monsieur Hall nous a contactés il y a des semaines, il a documenté ses inquiétudes, conservé les communications, restructuré le contrôle légal de tous ses actifs majeurs et nous a donné des instructions précises si la situation s'envenimait. Léa a perdu ses couleurs si vite qu'on aurait dit que le sol les lui avait aspirées. Qu'est-ce que ça veut dire demanda-t-elle d'une voix devenue ténue. Daniel s'est tourné vers elle juste assez pour répondre, cela signifie que vous n'avez aucun droit sur ses biens, aucune autorité sur ses comptes, sa propriété ou ses affaires juridiques, et au vu de ce soir, il a jeté un œil aux officiers, vous avez maintenant des soucis bien plus graves. La pièce a encore changé après cela, il est stupéfiant de voir à quel point les gens s'effondrent rapidement quand le futur sur lequel ils comptaient disparaît. Julien était entré chez moi en croyant forcer un père vieillissant à capituler, chaque étape hideuse de sa nuit reposant sur une certitude, les signatures viendraient, le contrôle changerait, la résistance serait balayée. Maintenant, tout cela n'était plus seulement menacé, c'était parti, les comptes étaient déjà protégés, la voie légale verrouillée, les structures déplacées hors de sa portée avant même qu'il ne passe ma porte, et ce qui lui restait entre les mains n'était plus du pouvoir, mais des preuves. Non, c'est un malentendu, a-t-il commencé. Une agression n'est pas un malentendu, a tranché un policier sans colère, juste par constat. Léa a agrippé le bras de Julien, dit quelque chose. Mais il n'y avait plus rien à dire. C'était là le véritable effondrement, pas la police ni l'avocat, mais la disparition du langage au moment où la manipulation arrive au bout de sa route. Ils avaient construit une illusion pendant des mois, une illusion où j'étais faible, seul et dépassé, où mon silence signifiait déclin et ma retenue signifiait reddition, puis la réalité est entrée avec des noms, des documents, des témoins et la loi. Je suis resté assis là, respirant à travers la douleur, une main contre mon flanc, laissant cette vérité s'installer, je n'étais pas confus, je n'étais pas acculé, je n'attendais pas la pitié de ceux qui étaient venus me dépouiller de ma dignité sous couvert d'assistance. Je les avais vus clairement bien avant cette nuit-là, j'avais écouté, documenté, protégé et préparé. Le temps qu'ils essaient de forcer la fin, j'en avais déjà réécrit le scénario. La maison est à nouveau calme maintenant, pas ce calme fragile qui suit la violence ni celui qui pousse un homme à guetter des bruits de pas qui ne viendront plus, mais un calme établi, apaisé. Le sang a disparu du parquet, bien que la tâche près de la table d'appoint ait demandé plus d'efforts que prévu, car le chêne garde la mémoire de façon têtue, je me suis mis à genoux pour nettoyer moi-même dès que j'ai été assez fort, un travail lent et douloureux, mais nécessaire. Ce sol était à moi bien avant que le sang ne le touche, j'ai posé ces planches il y a 20 ans, mesurant 2 fois, coupant une fois, ajustant chaque lame si étroitement que les jointures disparaissaient presque, à l'époque, mes mains étaient plus sûres, mon dos plus solide. Ma femme encore vivante et riant de me voir hésiter entre 2 teintes de vernis identiques. Julien était un enfant alors, courant en chaussettes sur les sous-couches inachevées pendant que je prétendais être agacé, il pensait que les maisons existaient simplement, il ne comprenait pas qu'elles se construisent une décision à la fois, un sacrifice à la fois. Une année de travail empilée sur une autre. C'est peut-être là une partie du problème, peut-être que les gens qui héritent du confort de trop près finissent par le prendre pour un état naturel, pensant que le toit a toujours été réparé, les impôts toujours payés, le garde-manger toujours plein et les lumières toujours allumées. Sans voir les années derrière tout cela, ne voyant que la surface finie en s'imaginant qu'elle n'attend que d'être transférée. Le bruit est parti aussi, plus de conversations calculées feignant l'inquiétude, plus de dossiers sur ma table basse, plus de Léa dans ma cuisine comme si chaque placard appartenait déjà à un futur tableau Excel, plus de Julien utilisant le mot aide avec un ton qui signifiait de possession.
Je n'avais pas réalisé à quel point la manipulation était devenue bruyante avant qu'elle ne disparaisse. La manipulation a un son, ce n'est pas un cri, c'est une répétition, une suggestion, une pression, une tentative lente de vous faire douter de votre propre droit à rester là où vous êtes. Ils sont partis, cette phrase résonne différemment en moi chaque jour, pas avec triomphe ni exactement avec chagrin, mais comme une reconnaissance, une ligne atteinte, franchie et fermée. Julien m'a appelé une fois depuis la prison, j'ai vu le numéro et j'ai laissé sonner, puis s'arrêter, puis sonner à nouveau depuis la ligne de l'établissement, et j'ai laissé passer cela aussi. J'étais assis dans la cuisine avec un café tiède, la lumière du matin traversant l'évier, une lumière propre et honnête qui rend une pièce plus simple mais plus vraie. J'ai su que c'était lui immédiatement, car un père reconnaît la forme du besoin de son fils même après que la confiance a été déchirée. Je n'ai pas répondu, pas par colère, car la colère aurait été plus simple. Mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre plus tôt, l'amour ne signifie pas la reddition et la famille ne signifie pas le sacrifice sans limite. Ce sont les mensonges sur lesquels comptent les gens comme Julien et Léa, ils comptent sur l'histoire commune pour affaiblir les frontières, sur l'affection pour brouiller le jugement, sur le fait que les gens honnêtes sont les plus honteux de dire assez. J'ai tout donné à Julien autrefois, du temps, du soutien, de la confiance, des trajets tard le soir quand j'étais épuisé, de l'argent qu'on me promettait de rembourser, le pardon après chaque erreur qu'il jurait temporaire, une place dans cette maison plus de fois que je ne peux le compter. Non parce qu'il le méritait toujours, mais parce qu'il était mon fils. Pendant des années, j'ai confondu son besoin avec de l'attachement, mais quelque part en chemin, il a cessé de me voir comme son père et a commencé à me voir comme un obstacle, c'est la phrase qui fait le plus mal car cela n'est pas arrivé d'un coup. Il n'y a pas un jour précis où je peux dire voilà, c'est là que mon fils a cessé de m'estimer pour ce que je représentais et a commencé à me mesurer par ce que je contrôlais. C'est arrivé graduellement, sous les couches de l'âge adulte, du ressentiment, de la pression financière, de l'ego et du sentiment que tout lui était dû. Une partie de lui regardait ma maison, mes économies, ma stabilité et se sentait accusée par elle, non parce que je m'en servais contre lui, mais parce qu'elles étaient la preuve de quelque chose qu'il n'avait pas bâti. Les gens imaginent l'avidité comme une fin de luxe, ce qui est parfois vrai, mais elle est tout aussi souvent l'expression d'un orgueil blessé parlant un langage pragmatique. Pourquoi devrait-il avoir tout ça quand j'en ai plus besoin? Il ne l'utilise pas correctement, cela devrait déjà être à moi. Au moment où ces pensées sont formulées à voix haute, elles ont généralement été répétées en privé pendant très longtemps. Léa n'a jamais été la cause, juste le catalyseur, elle a aiguisé ce qui était déjà là, elle a donné une stratégie au ressentiment et de la vitesse à la tentation, mais elle n'a pas planté quelque chose d'étranger en lui, elle a vu quelque chose de prêt à être utilisé et l'a encouragé. Cette distinction importe car rejeter toute la faute sur elle reviendrait à le dédouaner de ses propres choix, et il n'était pas passif cette nuit-là, il était délibéré. C'est la vérité la plus dure, l'avidité ne crée pas de monstres, elle les révèle, elle arrache les déguisements plus doux que les gens portent tant que la vie est confortable, elle vous montre ce qu'une personne s'estime en droit d'exiger une fois que la patience s'épuise. Elle vous montre si elle voit un autre être humain comme sacré ou simplement comme la dernière porte verrouillée entre elle et ce qu'elle veut. Je marche plus lentement dans ma maison maintenant, en partie parce que la guérison a son propre calendrier et que mon corps me le rappelle chaque fois que je prends les escaliers trop vite. Mais aussi parce que je remarque plus de choses, la photo dans le couloir de Julien à 12 ans avec un gant de baseball trop grand pour sa main, la marque dans le fauteuil où ma femme s'asseyait, les raflures près de la porte arrière datant de la nuit où notre vieux chien avait paniqué dehors. Ces choses ont une saveur différente maintenant, pas gâchée, mais clarifiée, une maison n'est pas sacrée parce que rien de mal ne s'y est produit, elle est sacrée parce que la vérité y a survécu. Je verrouille les portes plus tôt, je lis la paperasse plus attentivement, je ne confonds plus l'hésitation avec la paranoïa, je fais moins confiance automatiquement et j'observe plus complètement. Il y a de la tristesse là-dedans, mais aussi de la dignité, car pour la première fois depuis des mois, je ressens quelque chose que je pensais avoir perdu, le contrôle, et la paix. Pas cette paix fragile qui dépend du déni, pas la fausse paix qui vient de l'évitement du conflit jusqu'à ce qu'il choisisse sa propre forme, mais la vraie paix, celle qui se construit en voyant clair et en restant debout malgré tout. Julien s'est trompé sur une chose, ce n'était pas que personne ne me croirait, c'est qu'il n'a jamais compris quelque chose de fondamental chez moi, chez les hommes comme moi qui passent des décennies à bâtir lentement, à protéger silencieusement et à endurer plus qu'ils n'en disent. Je n'avais pas besoin qu'on me croie, car la croyance peut être retardée, contestée ou mise en scène, j'avais juste besoin d'être prêt. Prêt avant la bousculade, avant le sang, avant la certitude arrogante dans la voix de mon fils. Prêt pendant qu'il me pensait encore dépassé par les événements alors que j'avais une longueur d'avance. Prêt avec des preuves, avec une structure,
avec des décisions déjà prises avant que la panique n'ait la moindre chance de m'affaiblir. Et je l'étais.